Donc, on a le plaisir d'écouter Antoine Danchamp, qui a travaillé depuis longtemps sur les épidémies, et en particulier celle de SARS 2003 et celle de cette année. Et donc, il va nous donner quelques repères pour comprendre le virus qui est à l'origine de cette épidémie. Je te donne la parole. Oui, donc bonjour à ceux qui sont là. Si j'ai bien compris, les connaissances biologiques de base que vous avez, la plupart d'entre vous, sont limitées. Donc j'ai essayé de faire une présentation assez générale, mais plutôt orthogonale par rapport à ce qui se fait dans les questions de cours classiques et la façon en général de regarder la biologie. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut essayer de comprendre que la biologie est une science de l'information, beaucoup plus que d'autres choses, et ça, c'est connu depuis plus de 2000 ans, mais c'est assez peu compris. Alors, vous connaissez tous l'histoire du vaisseau de Thésée. Thésée revenait de Crète victorieux sur le Minotaure. Il est arrivé au Pirée à Athènes, et là, les Athéniens ont été ravis de son retour. Ils ont voulu célébrer l'anniversaire du retour de Thésée en sortant le bateau chaque année. Évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, le bateau s'use, il a fallu changer les planches et à un certain moment, les planches du bateau ont toutes été changées et la question que se posaient les philosophes était est-ce le même bateau que le bateau de Thésée? Et la réponse est il y a quelque chose qui s'est conservé et ce quelque chose n'est pas la matière massive et c'est en fait ce qu'on peut appeler une information. Alors, ce qui est intéressant de voir pour la biologie, c'est qu'il y a deux éléments de changement. Il y a le vieillissement immédiat qui fait qu'on remplace les planches, mais il y a un deuxième type de vieillissement qui est qu'on garde la fonction principale qui est de flotter, de naviguer, etc. Et éventuellement, on va changer le mode de cette fonction. Ça ressemble véritablement à ce qui arrive dans les systèmes vivants. Donc, typiquement, ce qu'il faut chercher, c'est quelle est la fonction de base des organismes vivants. Alors, si vous regardez l'histoire de la biologie, il y a un très grand nombre d'idées liées à la biologie, et en fait, il en reste deux fonctions qui sont, d'une part, l'exploration. Tous les organismes vivants explorent. D'ailleurs, c'est une propriété générale de la physique. En fait, c'est la propriété de base de ce qu'on appelle l'entropie. Les gens ont tendance à imaginer entropie égale désordre, alors qu'entropie n'a rien à voir avec le désordre. L'entropie, c'est le pouvoir d'exploration d'un système matériel. C'est-à-dire, chaque objet va tenter d'occuper le maximum de positions spatiales et le maximum d'états d'énergie disponibles. Ça, c'est un point tout à fait général à comprendre, en particulier pour la biologie. Et le deuxième aspect, c'est produire une descendance. Alors, on se pose des questions à partir de ces deux fonctions maîtresses. Est-ce qu'il y a des fonctions auxiliaires qui leur permettent de se développer? Pour donner un exemple plus concret de la chose par rapport à la biologie, si vous imaginez une imprimante, la fonction maîtresse, fonction d'usage, c'est d'imprimer des documents. Et pour ça, il faut toute une série de fonctions auxiliaires que j'ai listées ici, encre, papier, électricité, et puis toute une série d'accès à Internet, maintenance et des choses de ce genre. Donc typiquement, quand on va vouloir regarder les cellules, il va falloir avoir ça en tête et avoir ce type de fonction accessible. Alors donc, les deux fonctions de base sont produire une descendance et explorer l'environnement. Et typiquement, c'est ce qu'on va retrouver dans le virus. Le virus, l'une de ses premières fonctions, c'est de produire plus de virus, mais il doit aussi explorer l'environnement, sinon il y a longtemps qu'il aurait disparu parce qu'il y aurait des réponses de l'autre s'arrangeant pour lui échapper. Et donc, pour ça, le virus va évoluer. Donc, on a deux aspects fondamentaux d'un virus, sa reproduction et son évolution. Donc, pour reprendre cette idée d'information, on doit replacer la biologie dans un cadre assez différent de la classification d'Auguste Comte. Vous savez que dans la classification d'Auguste Comte, on met la mathématique en tête. Et ici, c'est plutôt l'inverse. La mathématique est à la fin parce qu'elle est presque uniquement de l'information, mais de ce fait, elle est très proche de la biologie.
Alors ça, c'est quelque chose qui est en fait très important, qui devrait être important à faire comprendre dès l'enseignement secondaire, avant les choix d'orientation, parce que beaucoup d'étudiants en biologie ont choisi la biologie parce qu'ils voulaient échapper à la mathématique. Et là, je pense que c'est assez catastrophique, parce qu'en fait, les raisonnements de base, de fond de la biologie, sont des raisonnements qui sont bien plus proches de la mathématique que ce qu'on pourrait croire. Ici, j'ai noté trois aspects particuliers. Le développement, c'est la fabrication d'un organisme multicellulaire, bien sûr la neurobiologie, et puis un dernier aspect qui concerne plus la biologie humaine, qui est la linguistique. Et on voit très bien en quoi la composante d'information augmente au fur et à mesure qu'elle est fondée sur le quadruplet masse, énergie, espace et temps, qui est obscur, mais toujours là, en fait. Donc, un deuxième point qu'il faut comprendre, et ça, je suis un peu désolé, mais c'est peut-être pour ça que je vous parle, c'est que la biologie n'est pas Twitter. Typiquement, on ne peut pas comprendre la biologie en 140 caractères. Hein. Il faut absolument faire un effort. Et en particulier, cet effort est difficile parce qu'il faut un constant aller-retour entre le niveau très abstrait de l'information et le niveau très concret de son implantation dans la matière massive. Ça, c'est vraiment un point très spécial. Ça oblige à faire apparaître des anecdotes, parce que les propriétés de la matière n'ont rien à voir avec les fonctions informatives qu'on veut implémenter. D'accord? Donc, la façon dont ça va se passer dans la biologie, cette implantation de l'information se fait d'abord par la création de molécules géantes, de macromolécules, de deux classes qu'on appelle les acides nucléiques et les protéines, et qui sont construites à partir d'un dictionnaire limité de briques de base. Et ces briques de base, évidemment, elles ont chacune des propriétés particulières, et on va en voir quelques éléments, et vous verrez que ça a une importance pour comprendre le virus. Alors, d'autre part, cette information, elle ressemble très fort à un calcul. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est en soi assez surprenant. Le calcul, quand on reprend en particulier la machine de Turing, distingue deux aspects. Une machine qui lit et écrit et une suite de symboles sur un support physique. Incidemment, quand on parle de la mathématique de la machine de Turing, on ne s'occupe absolument pas ni de la machine, ni de la nature des symboles et de leur support physique. Or ça, c'est quelque chose qui évidemment a des contraintes très très fortes et qui sont implémentées dans les ordinateurs que nous utilisons, par exemple, en ce moment. Et ça, ça peut être un programme de recherche extrêmement intéressant qui est allé plus loin dans l'analogie entre le calculateur et la cellule et voir est-ce qu'il y a des fonctions profondes communes aux deux. Et ça, ce n'est pas véritablement encore développé. Un certain nombre de gens comme Jean-Yves Marion au Lauréat à Nancy s'y intéressent beaucoup. Alors, cellule et ordinateur, est-ce que c'est une analogie qui est plus qu'une analogie? Eh bien, quand on regarde et de la machine, on a découvert d'abord, et ça c'est dans les années 90-91, donc il y a une trentaine d'années, qu'il y avait ce qu'on appelle des transferts génétiques horizontaux, c'est-à-dire que quand on regardait le génome d'un organisme, on s'apercevait qu'une grande partie du génome venait d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui en soi est assez surprenant et qui est totalement général. Typiquement, les organismes récupèrent tout ce qui vient d'ailleurs et en particulier récupèrent des séquences virales. C'est le cas, par exemple, d'un virus comme HIV qui a la particularité de s'insérer dans le génome de l'hôte, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes. Un deuxième aspect qui ressemble aux ordinateurs, c'est justement les virus. C'est pas tout à fait par hasard qu'on appelle virus des objets infectants des ordinateurs. Et puis ensuite, puisqu'on avait cette analogie sous la main, on a essayé de la concrétiser et c'était l'invention du génie génétique où on a travaillé sur le papier pour réaliser des constructions qu'on mettait ensuite, pardon, qu'on mettait dans la cellule. Et je dois dire que c'est devenu une pratique tellement courante qu'on ne se rend pas compte
de l'aspect tout à fait extraordinaire que ça. Il se trouve que j'ai participé très très tôt à l'usage de la technique du génie génétique, et je me rappelle très bien avoir travaillé sur le papier, c'est-à-dire c'est d'une séquence de lettres, d'avoir décidé de choisir une séquence particulière, d'avoir utilisé des outils de biochimie pour mettre cette séquence dans une cellule, une bactérie, un colibacille, et mis ces colibacilles sur une boîte de pétri. Et le lendemain matin, quand j'ai vu apparaître sur la boîte de pétri des colonies qui avaient la propriété, en l'occurrence d'être bleues, qui était la propriété que j'avais mis dans la cellule, je peux vous dire que c'est une émotion absolument extraordinaire. Hein. Les gens font ça tous les jours maintenant, ils ne se rendent pas compte combien c'est surprenant d'un côté travailler sur le papier et d'autre côté avoir un organisme qui fait ce qu'on attend de lui. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Bon, jusque-là, c'était ces trois aspects, transferts horizontaux, virus et génétique, étaient partiels. Ça ne représentait pas le génome entier. Et en 2007, Carole Lartigue chez Craig Venter, Carole Lartigue est maintenant d'ailleurs chercheuse à Bordeaux, Carole Lartigue a fait quelque chose d'incroyable qui est la transplantation complète d'un génome d'une espèce dans une autre espèce, et ça a transformé l'espèce réceptrice en espèce correspondant au génome. Donc ça, c'est une démonstration explicite, conceptuellement, à mon avis, absolument fondamentale. C'est bizarre d'ailleurs que les auteurs de cette transformation ne soient pas rendus compte de l'aspect conceptuel que ça avait. C'est la même chose que de prendre un CD et de le mettre d'une machine dans une autre machine et que ça se met à marcher. On remarquera d'ailleurs que ça ne marche pas toujours. Si je prends un CD avec un système d'exploitation de Mac et que je le mets dans un PC classique, ça ne va pas marcher. Hein. Donc c'est exactement comme ça dans les systèmes vivants. Il faut des contraintes, mais on trouve à peu près ce qu'on veut. Et ça ressemble donc très très fort. Donc il faut une machine, un programme et un lien entre les deux. Ça, c'est quelque chose que seuls les ingénieurs connaissent dans les ordinateurs et qui ne correspond pas à l'aspect formel du traitement de l'information, mais qui est fondamental. C'est le métabolisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme les aspects matériels, les aspects énergétiques, pour faire un lien entre le programme et la machine. Alors ici, il y a un point important qu'on va retrouver tout à l'heure, qui est que le programme se réplique, c'est-à-dire qu'au cours de la fabrication d'une nouvelle cellule, on fabrique un programme identique au programme préalable, alors que la machine se reproduit, elle ne fait pas une machine semblable. C'est important de le comprendre. Typiquement, dans un organisme comme l'homme, nous partons d'un œuf avec un seul génome, et ensuite on voit très bien que nous avons des cellules de peau, des cellules de rétine, des cellules de sang, etc. Elles ont toutes le même programme de départ, elles sont toutes des cellules, donc elles ont les propriétés d'être vivantes, mais elles sont différentes. Elles ont des fonctions formelles semblables, en tout cas pour la majorité d'entre elles, celle qui est de créer une descendance, par exemple, mais ces fonctions sont réalisées par des objets légèrement différents. Et ça, c'est fondamental, la différence entre reproduction et réplication. Ça, c'est une des grosses difficultés de la biologie, parce que la plupart des auteurs, des gens qui vulgarisent, etc., confondent systématiquement les deux mots, alors que ce sont deux concepts très différents. D'accord ? Alors maintenant, quel est le contenu du programme? Typiquement, on a exactement comme dans un programme d'ordinateur, un système d'exploitation et des applications. Donc, typiquement, dans une cellule, il y a la partie commune à toutes les espèces qui correspond en gros au système d'exploitation. Et puis, l'occupation d'une niche. Typiquement, on a des plantes qui vivent au chaud, au froid, etc. Donc, et ça, c'est fait par des applications spécifiques et ce qu'on peut appeler le cénome, venant de biocénose, c'est-à-dire ce qui correspond aux applications liées à l'environnement. Un virus se comporte comme une application, il utilise le système d'exploitation de la cellule et lui-même n'est pas capable de le réaliser. Ça, c'est un point important. Donc, en gros, un génome est partagé en trois types. Ce qui permet la survie, qu'on appelle ici le paléome, ce qui permet la vie dans une niche particulière, qu'on appelle le cénome, et pour les organismes multicellulaires, un ensemble d'applications spécifiques qui correspond à la fabrication des cellules de types différents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sang, la rétine, etc.
Donc, typiquement, il faut bien faire attention qu'il y a 3 types de génomes et que, typiquement, dans le cas du virus, le virus serait qu'une application de type sénome. Alors, lorsqu'on veut, si on est ingénieur et qu'on veut comprendre, construire des constructions robustes, on y arrive en essayant de prévoir le futur. Ça, c'est un point qui sera intéressant pour nous, pour la modélisation, qui est d'essayer d'anticiper. Mais les 2 points que je voudrais discuter ici sont les points de standardisation et de minimisation du nombre de composants. On peut se demander si la vie procède de cette manière. Ben, quand on regarde de près, oui. En réalité, bien que les organismes vivants soient très différents les uns des autres, ils sont faits des mêmes composants, simplement réarrangés de façon différente. C'est un peu comme comme le fait un ingénieur à partir d'objets standardisés et puis dont on minimise le nombre de bases. Alors maintenant, il faut implémenter la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les catégories donc matière massive, espace, temps et énergie. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est quelles sont les contraintes de la matière, de l'espace et du temps auxquelles nous avons à faire face, et bien sûr auxquelles un virus a à faire face. Alors, un point fondamental à comprendre ici, que les ingénieurs connaissent tous, et ceux d'entre vous qui font des programmes informatiques connaissent aussi, c'est la nécessité du bidouillage. On peut avoir réalisé de façon conceptuelle quelque chose de à peu près parfait, et puis maintenant, il faut l'implanter dans la matière. Typiquement, pour la construction d'un microprocesseur, ben, on est obligé de mettre côte à côte des transistors, des choses de genre, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes d'espace, des contraintes de temps, parce qu'on voudrait qu'ils communiquent rapidement les uns avec les autres, etc. Et on s'aperçoit souvent à la fin ben, que ça ne marche pas très très bien, parce qu'il manque quelque chose. Typiquement, je vous ai représenté ici comment on a bricolé une plaque imprimée, d'un circuit imprimé, de façon à ce que ça fonctionne bien. Ben, il a fallu rajouter un petit bidouille. Et ben, c'est tout à fait ce qui arrive lorsqu'on a un programme qui fonctionne à peu près bien, puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'une application particulière, ça ne va pas bien faire, et on sera obligé de faire un patch, et ce patch, ben, il n'a rien à voir, mais simplement, il permet de marcher. Et typiquement, on a ça sans arrêt en biologie. Alors, c'est ce qui explique que les biologistes produisent des millions d'articles parce que beaucoup d'entre eux travaillent en fait sur des choses qui ne sont que du bidouillage et qui sont conceptuellement peu intéressantes. Donc, ce qui est très difficile dans la biologie, c'est de voir ce qui est fondamental et ce qui est purement anecdotique. Important pour le fonctionnement particulier d'un organisme, mais anecdotique par rapport à la fonction de la biologie. Alors, je vais prendre ici juste 2 ou 3 points. D'abord, regarder les contraintes de la matière. Alors, le programme génétique, on en a parlé, c'est effectivement un ensemble linéaire, on va dire c'est un long filament qui porte des motifs de base. Bon, très bien. Ça pose en fait des problèmes assez stricts d'ingénierie parce que vous imaginez que ce filament il est fait d'objets matériels, qu'il faut le mettre dans un espace particulier et donc en fait il est replié très considérablement dans la cellule, en gros dans un noyau ou dans une bactérie. Le chromosome, enfin les chromosomes, le génome, parce que ça dépend du nom qu'on lui donne, sont repliés un peu comme une courbe de piano, de façon à occuper un espace 3D. Typiquement, un chromosome de colibacille est 1000 fois plus long que la cellule. Donc c'est pour vous donner une idée des contraintes matérielles. Et ça, c'est quelque chose qui va supposer des bidouillages particuliers qui ne sont pas conceptuellement importants, mais qui sont pratiquement importants. Alors ici, un point que je précise maintenant, parce que j'ai un peu parlé récemment dans le groupe animé par Yvon Madet, et il est apparu qu'il y avait une incompréhension de ce qu'est l'eau en général. Il faut bien comprendre que la vie se déroule toujours dans l'eau et que l'eau est un solvant extrêmement anormal. Il n'a rien à voir avec les autres solvants parce qu'il utilise en fait un certain nombre de propriétés physiques classiques, comme les interactions dipolaires par exemple, mais il utilise aussi quelque chose qui est tout à fait original, qui est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Le proton
de la liaison hydrogène, donc l'eau c'est H2O, hein, donc c'est 2 protons et un oxygène, ce proton a tendance à se partager avec d'autres molécules, alors en particulier d'autres molécules d'eau, et ça crée des structures temporaires, mais des structures extrêmement importantes et qui jouent un rôle extrêmement important pour les organismes vivants. Ici, j'ai dessiné, j'ai donné à droite, Chaplin avait donné des exemples de structures qu'on peut identifier dans l'eau. C'est-à-dire que simplement l'eau ordinaire que vous connaissez, il se crée temporairement des structures de ce type. Et puis ensuite, en dessous, c'était Pascal Maintré qui avait donné cet exemple. On voit un objet biologique, par exemple une protéine, un acide nucléique, eh bien, à son voisinage, l'eau interagit d'une façon extrêmement organisée. Alors ça, c'est un point fondamental. C'est la base d'ailleurs d'une technique que vous connaissez tous, qui est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. En fait, ce qu'on regarde dans cette imagerie, ce sont les protons de l'eau. Et les protons de l'eau, au voisinage des protéines, au voisinage des cellules, etc., ont un mouvement qui est différent dans le corps du liquide. Et c'est cette différence qu'on peut voir et repérer et imager. D'accord ? Un autre point qui est fondamental, c'est que comme l'eau est très fortement organisée à longue distance, dès qu'on touche à un endroit, l'organisation est modifiée à très longue distance. Et en conséquence, l'eau joue un rôle majeur dans l'augmentation d'entropie de l'eau, joue un rôle majeur dans la formation des objets biologiques. Ça, c'est aussi un point fondamental parce que dans la plupart des textes que vous verrez, même la description du virus, etc., on oublie l'eau qui en fait partie, et cette eau a un rôle absolument crucial. Un autre point choisi pour les organismes vivants, c'est à partir de quels atomes. Et puis ces atomes sont organisés en 2 classes. Je vous ai parlé tout à l'heure des protéines et des acides nucléiques. Les acides aminés forment les protéines et les nucléotides forment les acides nucléiques. Et quels atomes sont utilisés? En fait, c'est assez limité et c'est très compréhensible. Les atomes qui sont utilisés sont l'hydrogène du premier rang du tableau de Mendeleïev, puis le deuxième rang, carbone, azote et oxygène. Et c'est essentiellement ces 4 atomes qui constituent les organismes vivants de base parce qu'ils permettent la formation des macromolécules. On y ajoute 2 éléments, le soufre, probablement en partie pour des raisons d'origine, c'est-à-dire que la Terre était couverte de soufre, le soufre était très abondant, et il a des propriétés remarquables pour gérer les transferts d'électrons. Et un élément tout à fait extraordinaire, le phosphore, parce que les phosphates, on l'a fait apparaître l'eau, des liaisons covalentes qui sont métastables, c'est-à-dire qu'en fait, elles devraient être détruites, elles devraient être instables, mais il faut une énorme énergie d'activation pour les détruire, ce qui permet au phosphore de jouer le rôle à la fois de transport d'énergie et de stockage d'énergie. Ça, c'est un point tout à fait crucial. Alors maintenant, il y a 2 éléments qui auraient peut-être dû être là, parce qu'ils ont les mêmes propriétés que ceux dont on a parlé jusque-là, c'est-à-dire les mêmes propriétés en gros que hydrogène, carbone, azote et oxygène, qui sont le bore, mais de fait, il est rare dans l'univers, et c'est probablement pour cette raison qu'il n'est pas apparu de façon significative dans les organismes vivants. Ce serait d'ailleurs pour les gens qui font de la biologie de synthèse intéressant d'imaginer une vie où le bore serait utilisé. Et puis le fluor, alors là, le fluor, c'est pour une raison très différente. Le fluor peut exister dans des cellules vivantes, mais très rarement. Le problème est que la liaison carbone-fluor est extraordinairement stable et que par conséquent, elle est très difficile à faire et très difficile à défaire. Or, la vie est fondée sur la synthèse et la dégradation permanente. D'accord ? Donc, nucléotides, ici je vous ai donné les nucléotides, c'est juste pour mémoire, hein, puisque vous n'allez pas les apprendre par cœur, mais en gros, c'est pour montrer que ce sont des molécules quand même assez compliquées, ce sont des motifs de base, mais assez compliqués. ADN et ARN sont à peu près identiques, sauf que dans le cas de l'ADN, on a la thymine. D'ailleurs, je m'aperçois que tel que je l'ai écrit, il manque quelque chose. J'aurais dû marquer ici un CH3. La thymine, parce qu'elle ressemble complètement à l'uridine.
thymine et uridine jouent le même rôle, mais sont différents. La différence entre l'ARN et l'ADN, c'est le OH qui est en position, qui est en position 2', c'est-à-dire en dessous des bases que vous voyez sur la figure. Quand on a ce OH, on a un ribose et c'est une molécule extraordinairement instable. Alors ça, ce sera un point important pour le virus, puisque c'est un virus ARN. Et la découverte de l'ADN n'a sûrement pas été à l'origine de la vie, elle a été certainement très tardive. Les premières cellules étaient des cellules probablement où le génome était un génome ARN. Hein, et c'est la découverte qu'on pouvait enlever un oxygène dans le groupe ribose qui rendait l'ADN stable. Et c'est pourquoi l'ADN est une molécule si stable qu'on peut, vous le savez, s'en servir pour faire de l'identification à la suite de crimes, ou même retrouver le génome ancestral de nos ancêtres néandertaliens il y a 30 000 ans ou plus. Donc l'ADN est véritablement très très stable et c'est pour cette raison qu'il a existé. Alors un certain nombre de virus sont des virus à ADN, précisément pour cette raison, mais c'est plus compliqué pour eux de l'être parce que ça implique un métabolisme plus compliqué de la cellule. L'ARN est directement actif, mais très instable, donc suppose une fonction continue. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe du point de vue physique? Typiquement, on enchaîne les bases que je vous ai décrites ici. Cet enchaînement est orienté. D'habitude, on prend de 5' vers 3', et il forme une double hélice, c'est-à-dire que les groupes G, C ou AT peuvent s'apparier les uns avec les autres par liaison hydrogène, quelque chose qui explique à nouveau que l'eau joue un rôle fondamental. Et on comprend, quand on a découvert ce type de correspondance, qu'un brin spécifie entièrement l'autre et que donc c'est ce qui est à la base de la réplication. Voilà le code de la réplication, c'est A donne T, T donne A, C donne G et G donne C, ce qui fait que dans la double hélice, on a le texte et son complémentaire, comme dans une photographie, l'image et son négatif. Et donc, du point de vue d'information, il n'y a aucun changement d'un brin à l'autre. Simplement, du point de vue pratique, la façon dont ça va fonctionner, là, c'est assez différent. Un seul des deux brins peut spécifier la séquence de ce qui va suivre. Alors, juste une petite parenthèse ici, il faut faire attention qu'à nouveau, différence entre l'information et le côté anecdotique de la matière, même lorsqu'on croit être réaliste et qu'on représente la double hélice que j'ai mis à gauche sur cette figure, eh bien, on voit que c'est une double hélice très régulière, etc. Même chose, la protéine va être assez régulière, on va lui donner des formes d'hélice, des feuillets bêta, etc. La réalité de ce que je viens de vous présenter à gauche est à droite, et c'est quelque chose dont on voit que la place dans l'espace est très très différente et que donc il y a des aspects à comprendre qui sont liés à la torsion, à la mécanique, à des choses de genre. Et je vous fais remarquer aussi que dans cette figure de droite, on a oublié l'eau et ça continue à être vrai. C'est-à-dire que tout ce qui est publié, sauf très rares expressions, très rares publications, oublie complètement que tout ce qui est décrit est entièrement plongé dans l'eau et que les molécules d'eau au voisinage sont organisées. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Alors maintenant, ensuite, une fois qu'on a l'ADN, en fait, il est transcrit en ARN. Un seul des deux brins, d'ailleurs, est transcrit en ARN. Et avec une règle de correspondance semblable à l'autre, simplement, au lieu du T, on a un U, c'est-à-dire au lieu de thymine, on a un uracile, et le sucre, au lieu d'être le désoxyribose, est un ribose, comme je vous l'ai dit. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du coronavirus, c'est que c'est un ARN et qu'il est de même type formel, de même type en termes d'information, que l'intermédiaire cellulaire qui permet l'expression des gènes et qu'on appelle l'ARN messager. Alors ça, c'est un point fondamental. Dès que le virus entre dans la cellule ne sait pas que ce n'est pas un ARN messager qui lui appartient. Donc elle va immédiatement le prendre en compte et le multiplier. Alors voilà le schéma général de comment ça se passe dans une cellule. On a l'ADN qui est transcrit en ARN et qui est traduit en protéines.
Alors, typiquement, vous avez le chromosome, et puis ici, l'ouverture de la double hélice d'ADN. On a ce qu'on appelle le brin codant et le brin complémentaire. En fait, on copie sur le brin complémentaire du brin codant un ARN messager, tel que j'ai dessiné ici, et cet ARN messager entre dans une structure particulière qu'on appelle le ribosome pour être traduit en protéines. Et il faut pour ça un intermédiaire qu'on appelle ARN de transfert. Vous voyez que c'est assez compliqué, mais c'est une mécanique qui est universelle. Donc, par exemple, le coronavirus ressemble complètement à un ARN messager. La cellule ne sait pas qu'il ne vient pas qui n'a pas été transcrit à partir de son ADN, et immédiatement, ce messager viral entre dans les ribosomes et est traduit en protéines. Et ces protéines ont immédiatement un rôle pour mettre en place la synthèse du virus. Alors, protéines, ça veut dire suite d'acides aminés. Il y en a 20. Ici, j'ai dessiné la table de tous ceux qu'on peut trouver dans des protéines existantes. Il y en a 2 ici qui sont rarement présents et qui ont un rôle un peu à part, et un qui est assez fondamental parce qu'il diffère des autres. On vous dit toujours il y a 20 acides aminés, en fait c'est faux. La proline n'est pas un acide aminé et ça a des conséquences considérables sur la machinerie cellulaire. Je ne peux pas évidemment en discuter ici, mais c'est important pour nous et pour le virus parce que la proline est codée par une suite de lettres qui est de type CCN, N étant quelconque, et on verra tout à l'heure que le virus a un problème avec le C. Et voilà la règle du code génétique, règle universelle. Alors, il y a quelques toutes petites exceptions dans certains organismes, mais ce qui est absolument remarquable, c'est que cette règle permet la correspondance entre une suite de 3 lettres qu'on appelle codons et chaque acide aminé. Alors, comme il y a 20 acides aminés et 64 codons, on voit qu'il y a une certaine redondance, c'est-à-dire plusieurs codons peuvent spécifier le même acide aminé. Et en plus, il y a 3 codons, UAA, UAG, UGA, qui sont des codons de fin de traduction. Alors, vous voyez que puisqu'on lit des suites de 3 lettres dans une séquence, ici j'ai pris la séquence CAT, CAG, etc., on voit qu'il y a 3 phases de lecture possibles. Typiquement, si on commence par CAT, ben CAT va être transcrit en CAU. CAU va coder pour histidine, CAG va coder pour glutamine, CAG, oui, c'est ça, va coder pour glutamine, GAA pour glutamate, AGC pour sérine, etc. Mais si on change le cadre de lecture, qu'on se décale d'un, on n'a pas GAT, mais on a ATC, ça spécifie un autre acide aminé, etc. Donc ça, c'est un point qui est fondamental à comprendre et sur lequel d'ailleurs le virus joue, qui est qu'il faut savoir où on commence dans la lecture du message. Hein, si on ne commence pas au bon endroit, on donne lieu à une protéine totalement différente. Parce que chaque décalage change complètement la nature des acides aminés. Alors ça, c'est un point important puisque ça veut dire qu'on peut éventuellement sur une même séquence, en simplement la décalant de 1, coder 2 choses différentes. Et ça, c'est parfois utilisé et les virus utilisent beaucoup ce genre de choses qui leur permet d'avoir comment dire, une information compactée sur un substrat très, très court. Alors évidemment, la conséquence de ce genre de choses, c'est que évidemment les contraintes sont très fortes puisque si on change une seule base, ça va avoir un effet sur plusieurs objets. Donc ça, c'est une des choses qui est importante à comprendre quand on étudie l'évolution des virus. Il y a des endroits qu'on ne peut pas changer, parce que si on les change, le virus perd complètement ses fonctions. Alors maintenant, quelques contraintes d'espace. Bien, on a d'abord quelque chose qui est lié à l'attraction entre objets. Cette attraction entre objets, essentiellement, elle est produite par le rôle de l'eau et la formation de liaisons hydrogènes. Des objets qui ont des formes spatiales complémentaires peuvent se mettre ensemble et on peut considérer qu'ils sont attirés. Il y a aussi des charges électriques qui permettent de le faire, mais ce qui est le plus important ici, à nouveau, c'est la liaison hydrogène. Et on a aussi des propriétés de répulsion qui est d'empêcher certains assemblages. Et ça, un des moyens de le faire, comme on peut l'imaginer, c'est de mettre un petit marqueur
qui va prendre, par exemple, la place d'un élément dans une serrure et empêcher une clé particulière d'entrée. Et ça, c'est extrêmement utilisé en biologie. Et dans le cas du virus qui nous intéresse, certaines suites de nucléotides CG sont marquées, et ça, c'est reconnu par la réponse antivirale innée. Donc ça, c'est un point, le marquage permettant la répulsion, donc répulsion au sens informationnel, c'est-à-dire que absence d'interaction ou interdiction d'interaction, c'est quelque chose qui est effectivement utilisé dans la réponse innée. Alors, maintenant, un point aussi surprenant, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'hélice est une forme universelle première. En fait, si vous prenez un objet et que vous l'essayez de l'associer à lui-même, eh bien, un objet spatial, je veux dire, la première chose qu'il va faire, c'est une structure de type hélicoïdal. Typiquement, dès qu'on a association d'un objet avec lui-même, il va créer des hélices. Et en fait, en biologie, on trouve des hélices absolument partout. Ici, j'ai représenté par exemple le virus de la mosaïque du tabac, qui est un virus dont le génome est à l'intérieur d'un ensemble de protéines qui sont assemblées sous forme d'hélices. Ça, c'est typique. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette association est pilotée par l'eau. Ce n'est pas une auto-association, c'est parce que un certain nombre d'éléments de l'objet fuient l'interaction avec l'eau qu'ils se mettent ensemble. Donc en fait, ce qu'on appelle la plupart du temps auto-association, auto-assemblage, etc., n'a rien d'auto, c'est piloté par l'eau. Et en fait, dès qu'on remplace l'eau par autre chose, eh bien, cette association disparaît. Typiquement, l'un des moyens de séquencer la double hélice de l'ADN, c'est de le sortir dans un solvant particulier pour que la double hélice soit détruite et qu'on puisse séparer le brin d'un côté du brin complémentaire. Ça, c'est un point important. La structure de la double hélice est entièrement due à l'eau. Elle est due bien sûr à la complémentarité des bases, mais cette complémentarité ne peut être reconnue que parce qu'on est dans l'eau. Alors maintenant, évidemment, parmi les hélices, il y a une hélice particulière qui aurait celle qui a un pas nul, et ce sont des structures cycliques, et c'est comme ça que se forme un grand nombre de structures cycliques biologiques. Bon, alors maintenant, réplication de l'ADN, je vous ai dit que l'ADN est orienté, et on voit donc qu'on doit commencer à un début, finir à une fin. Et évidemment, comme c'est une machinerie qui doit le recopier, eh bien, il faut s'associer à l'extrémité à laquelle on commence la réplication. Mais si on s'associe, on ne peut pas la copier. D'accord? Donc en fait, au fur et à mesure qu'on va le répliquer, l'ADN va raccourcir. Et c'est typiquement ce qui se passe dans la réplication de nos chromosomes. Au fur et à mesure que nous vieillissons, que les cellules se remplacent, par exemple dans la peau, eh bien, les chromosomes correspondants vont raccourcir. Alors, ça a été, au cours de l'évolution, arrangé en mettant des structures aux extrémités qui sont très longues et qui ne servent à rien d'autre qu'à permettre d'être raccourcies, et ce qu'on appelle les télomères. Mais, par exemple, dans les cellules de peau, on a droit à 80 divisions environ, pas plus. Ensuite, les chromosomes sont tellement raccourcis qu'on commence à entrer au sein des gènes importants pour la fabrication des cellules de peau et elles meurent. Donc, il faut un système qui permette éventuellement d'arranger ça. Ce système, c'est ce qu'on appelle des télomérases, c'est-à-dire ce sont des enzymes particulières qui rajoutent de façon systématique un même objet à la fin des chromosomes. On comprend bien que ça a un intérêt évidemment, puisque ça rend d'une certaine manière immortel le chromosome, mais on comprend aussi que ça peut être extrêmement dangereux parce que c'est évidemment la base, par exemple, d'un des caractères spécifiques des cellules cancéreuses, qui est justement de ne pas raccourcir leur chromosome parce que leur télomérase marche très bien et donc rajoute des extrémités systématiquement. Donc on comprend bien qu'on a un problème matériel lié à la réplication, qui est donc le raccourcissement des chromosomes, qui est intrinsèque. Alors comment est-ce qu'il se passe? Comment est-ce que ça se passe pour un virus? Alors voilà le cycle complet du virus. Vous avez donc c'est un virus enveloppé, donc il a une surface avec une membrane un peu compliquée qui lui permet de reconnaître
des protéines de la surface de l'autre et d'être internalisé dans la cellule. Une fois qu'il est internalisé, il va être je coupe, je suis désolé, je n'ai pas pensé que j'aurais. Donc, le virus est entré, son enveloppe disparaît et il commence à être immédiatement exprimé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il joue le rôle d'un ARN messager. Comme il est un ARN messager, il donne des protéines. La première protéine qu'il fait, c'est une protéine qui lui permet de se répliquer. Alors, il se réplique, lui, non pas comme un ADN, mais comme un ARN. Donc, il fait une copie complémentaire. Et cette copie complémentaire, alors, elle-même, elle est copiée un très grand nombre de fois. Donc, c'est dissymétrique, contrairement à l'ADN. En gros, on fait une première copie complémentaire qui va donner une centaine de copies du virus. Et puis, un certain nombre d'autres protéines sont exprimées, le virus est refait et il va sortir de la cellule et on arrive à la fin à 50 à 100 copies de l'ARN viral par virus entré dans une cellule. Donc, vous voyez que c'est une multiplication extrêmement rapide. Alors, comment se finit la réplication? Ben, c'est très compliqué. Ça se passe par des extrémités. Ici, je ne vais pas vraiment vous le détailler, mais la structure même du virus, de l'ARN du virus, je vais vous le donner à la diapositive suivante, la structure de l'ARN du virus permet en fait de résoudre le problème de la télomérase. C'est quelque chose qui est assez compliqué, mais qui oblige le virus à avoir une structure à son extrémité. Et typiquement, voici la façon dont ça se replie. Vous voyez que les règles de l'appariement à TGC ou à UGC sont respectées dans la formation de tiges et boucles. Et ces tiges et boucles jouent un rôle particulier pour permettre la réplication du virus. Alors, il y a en plus, à l'intérieur du virus, plusieurs structures de ce genre. À nouveau, ça implique que ces zones ne peuvent pas évoluer facilement. Typiquement, la seule manière, par exemple, ici, j'ai un CG ici, si je modifiais ce C en, par exemple, un A, eh bien, ça ne marcherait plus, sauf si en face, j'ai modifié le G en U, parce qu'on aura un AU qui est une paire assez stable. Donc, typiquement, il peut y avoir des coévolutions de mutations qui permettent un certain nombre de choses, mais leur probabilité est beaucoup plus rare. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce virus? Bien, quand on regarde de près, la cellule, pour pouvoir grandir, doit fabriquer ses nucléotides. Or, pour des raisons que je ne vais pas discuter ici, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, la fabrication du C, c'est ce que j'ai mis sur cette figure, elle est évidemment beaucoup trop compliquée pour que vous la reteniez, mais la fabrication du C, du CTP qui sert à faire l'ARN, essentiellement ici, passe obligatoirement par le U, et il n'y a aucun moyen de récupérer du C une fois qu'il a été dégradé. Il y a deux enzymes ici qui n'existent dans aucun organisme vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement surprenant, parce que c'est des enzymes qui seraient très faciles à imaginer, et je pense qu'en biologie synthétique, ça va être un projet intéressant à faire. Ces enzymes n'existent pas, ce qui fait qu'on est obligé tout le temps de recycler le C en passant par U, ce qui fait qu'il va y avoir une pression très forte sur le virus pour perdre son C. Et déjà, on le voit, les virus perdent leur C, et ça, c'est quelque chose qui évidemment, diminue leur capacité de codage et va, à long terme en tout cas, tendre à leur atténuation. Mais, et c'est là que je vais terminer, mais il se trouve que les organismes hôtes qui voient ce virus ont découvert qu'il y avait cette faiblesse. Et chez les organismes animaux, en particulier chez les vertébrés comme l'homme, mais aussi même chez l'huître, il existe une protéine antivirale qu'on appelle vipérine, pour Virus Inhibitory Protein, Endoplasmic Reticulum Associated Interferon Inducible, qui est une protéine dont on ne savait pas du tout la fonction, mais dont on savait qu'elle était antivirale. Et cette protéine, en fait, elle fait un analogue de C, de CTP, que je vous décris ici. Ici, on a une double lésion, ici, on a perdu le OH en 3'. Et ça, c'est un inhibiteur spécifique de la réplication du virus, d'une part,
Et aussi, alors ça c'est ici, c'est ce que j'ai mis ici, la fabrication. Vous voyez que le CTP sert aussi à fabriquer les lipides, donc sert à fabriquer l'enveloppe du virus. C'est ça qui est extraordinaire, sert à la fois pour l'ARN du virus et pour son enveloppe. Donc il est vraiment fondamental. Eh bien, cette immunité antivirale bloque les deux. Mais évidemment, on a compris que un des moyens de résoudre le problème par les virus, c'est de perdre son C, justement, parce que dans ce cas-là, l'analogue n'aura aucun effet. Et il est très probable que c'est un des éléments qui explique que le passage du virus de la chauve-souris à l'homme ait été particulièrement dangereux chez l'homme, parce qu'il est visiblement, pour des raisons qui sont d'ailleurs pas comprises, les mutants humains du virus de chauve-souris ont perdu des quantités de C, et donc probablement chez l'homme, l'immunité antivirale qui reconnaît le C ne marche pas bien. Alors il y a une deuxième unité que je ne discute pas ici, qui est la reconnaissance des nucléotides CG, qui elle aussi intervient sur le C, et pour elle aussi, la perte de C est donc un moyen pour le virus d'éviter la réponse de l'immunité innée antivirale. Alors, un point important ici, c'est qu'on voit très bien ce qui va se passer. On part d'un virus relativement inoffensif. Il évolue en très dangereux, mais il continue à évoluer en perdant son C et il va s'atténuer peu à peu. Donc je pense qu'on est à peu près dans cette situation. L'état intermédiaire qui a été découvert avec le SARS-CoV-2 est un état où on a perdu le C, ce qui a permis d'éviter la réponse immune antivirale, mais comme ça va continuer, on va perdre un certain nombre de résidus importants, en particulier proline, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et alanine, et ça, il est probable que ça va conduire à l'atténuation du virus. Voilà. Donc je pense que j'arrête ici. J'avais prévu, je peux parler malheureusement très 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 longtemps, donc je pense que ça fait déjà suffisamment longtemps et suffisamment de détails. Donc on va peut-être commencer les discussions maintenant. Ok. Merci Antoine Bon, c'était à pour peu cette près compréhensible. présentation. Donc j'invite les questions, ceux qui veulent poser des questions, ils enlèvent le mute de leur micro et puis Sinon, oui, sinon on peut ensuite répondre par écrit ou des choses comme ça. Il y a 36 méthodes. Parce que c'est évidemment très, très partiel et un survol que je vous présente. est-ce qu'il y aura des questions déjà? Je vais juste peut-être profiter de temps pour poser une question. Donc, est-ce que le but du virus tel que tu l'as décrit, est-ce que lui, son but, c'est d'échapper au système immunitaire ou au contraire de trouver un équilibre avec celui-là? Alors ça c'est un problème général de théorie des jeux. Dans la façon brute de penser, on tue et on échappe. Bon. Mais quand on regarde de plus près, c'est une solution à court terme qui, pour une population, une évolution longue, n'a pas de sens. En fait, on s'aperçoit que de façon assez classique, on va passer d'une virulence très grande à une virulence atténuée et même ensuite au mutualisme. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve avec à peu près tous les parasites. On passe, qui deviennent des commensaux ou en tout cas des organismes mutualistes. On comprend assez bien que l'évolution, par exemple, qui conduirait à un fait que le virus devienne utile à l'autre, ben, serait utile à la fois au virus et à l'autre. Donc, c'est vraiment un problème de théorie des jeux. Je pense qu'il y a des quantités de solutions. Il doit y avoir des solutions chaotiques. Je pense que c'est un joli problème qui a dû être pas mal traité. Alors après, il faut comprendre comment il est implémenté dans un objet qui ne peut faire que très peu de protéines. Ça, c'est une autre histoire. Parce que les fonctions du virus, évidemment, sont très peu nombreuses parce qu'il est très petit. Et donc, cette évolution, c'est à quel horizon, par exemple? Ah, alors ça, j'en sais rien. C'est probablement assez long.
Est-ce que c'est possible de comprendre d'un point de vue microbiologique pourquoi certaines personnes réagissent fortement et certaines autres non? Alors là, il y a des... Bon, c'est une question très compliquée. La première chose qu'on peut dire, c'est que si on regarde le génome humain, on s'aperçoit que la raison pour laquelle chacun d'entre nous est ici, c'est que nous avons échappé, enfin que nos ancêtres ont échappé à un grand nombre d'épidémies. Alors ça, c'est un premier point. Les épidémies sont un facteur normal de l'évolution, et en particulier de l'évolution humaine. Alors quand on commence à regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que cet échappement est a été découvert sous la forme d'un énorme polymorphisme. L'homme est un animal très polymorphe, et c'est justement ce qui lui permet d'échapper. Non, il n'échappe pas individuellement, mais il échappe collectivement. Parce qu'étant polymorphe, il y a toujours un certain nombre d'individus qui échappent. D'accord? Alors, on comprend que ça se passe d'abord à la surface de la cellule, et c'est ce qu'on appelle nos antigènes HLA, par exemple. Nous avons et vous connaissez tous d'ailleurs l'histoire, puisque lorsqu'on parle de faire des greffes d'organes, eh bien, il est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui est compatible pour la greffe d'organes, précisément à cause de ce polymorphisme. C'est la même chose pour un virus. Les virus, ils sont obligés de trouver une porte d'entrée liée à ces HLA, et ça, c'est fort difficile. D'accord? Donc ça, c'est une première. Curieusement, je n'ai pas vu encore d'études sur ce coronavirus, sur les HLA humains, la typologie HLA humaine. En revanche, il existe aussi une série de modifications qui apparaissent en surface, qu'on appelle des glycosidations, c'est-à-dire des sucres de surface. Et ça, c'est reconnu, par exemple, par les groupes sanguins. Et là, on sait déjà qu'il y a une différence entre le groupe O et le groupe A. Alors, c'est fait sur des petits échantillons, il faut confirmer, etc. Mais ça semble dire que les gens qui sont du groupe O, c'est-à-dire qui ont en gros une surface rasée sous forme qui ont moins de sucre de surface, résistent mieux au virus que ceux qui sont du groupe A, par exemple. Ça a l'air d'être clair. Il y a un deuxième système qui n'a pas été regardé et ça m'intrigue beaucoup, c'est ce qu'on appelle le système Lewis. C'est une enzyme aussi de glycosylation qui est liée à la surface des mucosités en général. Il y a des gens qui sont dits sécréteurs et d'autres non sécréteurs. Ce serait vraiment un objet à regarder d'urgence, à mon avis, parce que peut-être qu'il y a une partie des gens qui résisteraient d'emblée parce qu'ils sont soit sécréteurs, soit non sécréteurs. Ça, c'est un premier pas. Alors ensuite, il y a bien évidemment toute une série de variants à l'intérieur de la cellule, due à la machinerie que je vous ai brièvement décrite, c'est la fabrication des nucléotides et fabrication des lipides. Alors là, c'est assez varié, et il semble bien qu'il puisse y avoir un problème lié à ça, puisque si l'on juge par la sévérité de la maladie, il semble que les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires de type athérosclérose sont plus sensibles au virus, ce qui ferait penser qu'il y a un biais dans le rôle du cholestérol dans la fabrication, par exemple, de l'enveloppe du virus. Voilà au moins deux réponses, mais il y en a beaucoup d'autres. Un point qui peut vous intéresser, c'est que vous savez peut-être que les Européens et les Asiatiques, contrairement aux personnes d'Afrique subsaharienne, ont été hybridés avec l'homme de Néandertal, et même pour les Asiatiques avec l'homme de Denisova. Et quand on regarde de près quel est le résultat de cette hybridation, qu'est-ce qui a été retenu de nos ancêtres Néandertal, c'est justement un système antiviral. Donc, plus contre d'autres maladies. Donc, visiblement, nous avons évolué massivement pour résister aux maladies, mais résister sous forme de population. Je vous rappelle bien, ça veut donc dire que pour l'individu, c'est pas du tout la même chose que pour la collectivité. C'est collectivement, on aura des descendants, individuellement, il se peut qu'on meure. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Merci, je suis Catherine Cavalin. Merci Monsieur Danchamp de cet exposé très intéressant. Je suis sociologue, je travaille sur des questions
de sociologie et d'histoire des sciences, on va dire, et je travaille en collaboration avec des médecins sur des maladies systémiques. Alors, je me posais deux questions, une à partir de celle que vient de poser, je crois, Judith Rousseau. Vous avez répondu finalement sur des critères qu'on pourrait identifier de variabilité d'une personne à l'autre, hein, de ce qui peut se passer. Est-ce que aujourd'hui, il y a déjà des travaux, ou est-ce que j'enfonce une porte ouverte, sur la variabilité de ce qui peut se passer selon des conditions environnementales? Alors, dans une perspective systémique, pas nécessairement celle de l'exposome, par exemple, qui a une approche parfois réductionniste des facteurs d'exposition, mais une approche pasteurienne sur, par exemple, quelle est la virulence de la bactérie selon, des questions que se posait Pasteur, selon les conditions environnementales dans lesquelles elle est placée. Et du coup, les réponses que vous avez faites sur la variabilité individuelle ou sur des types asiatiques, etc., est-ce qu'elles se posent aussi en réfléchissant à des combinaisons sur ces critères-là et des questions environnementales plus larges? C'est ma première question. Et ma deuxième question revient sur un des points que vous avez abordé en disant que les biologistes publiaient beaucoup. C'était amusant la façon dont vous l'avez dit. Publiaient beaucoup parce qu'ils font beaucoup de bricolage et donc en fait il y a une espèce d'hyperproduction avec des patchs, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous diriez que alors, les biologistes en général, ou peut-être certains secteurs dans la biologie, certains domaines en particulier, auraient une réflexivité là-dessus? Parce que ça renvoie à ce que vous avez dit un peu à des grands thèmes de l'histoire des sciences, au paradigme de Kuhn ou des choses comme ça, sur le fait qu'on est à l'intérieur d'un paradigme et que tant qu'on n'a pas basculé dans un paradigme suivant, justement, on bricole, que la science, c'est ça. C'est normal de procéder comme ça, qu'on fait des arrangements, qu'on pousse les questions jusqu'au bout d'un paradigme donné, jusqu'à l'épuiser, jusqu'à... voilà. Et donc, est-ce que ce bricolage est vraiment... qu'il y a une réflexivité dessus qui consiste à dire, je sais que je bricole et je sais que je suis dans tel type de cadre de raisonnement avant de poser de grandes questions nouvelles et de basculer dans un paradigme suivant. Voilà. Merci beaucoup. Deux questions donc très, très différentes. La deuxième va être plus longue. La première, j'ai en partie répondu. Et c'est tout à fait clair qu'il doit y avoir un rôle de l'environnement. Un certain nombre de gens se sont d'ailleurs posé des questions à propos de la ville de Wuhan, où la pollution est absolument massive. Oui. Donc, il y a un deuxième point qui n'est apparu que récemment, c'est qu'on ne demandait pas vraiment si le statut fumeur ou non-fumeur des patients et vis-à-vis de la sévérité. Or, à mon avis, ça doit avoir un rôle absolument majeur. Donc les critères de l'environnement existent sûrement. Je vous ai mentionné aussi l'athérosclérose et les problèmes des maladies cardiovasculaires. Là encore, c'est lié à l'alimentation, un certain nombre de choses de ce genre. Donc oui, là, il y a certainement une composante environnementale forte. Ça c'est clair. À ce propos, ça pourrait peut-être vous amuser. Je pense que l'homme est un animal très, très unique pour une raison qui est peu connue. Nous sommes le seul animal à manger notre nourriture cuite. Et que ce soit végétal ou animal. Or, cuire, ça fait la même chose que vieillir. C'est-à-dire que les aliments cuits sont des aliments vieillis. Donc, ça veut dire qu'on a coévolué de façon massive avec le vieillissement. Et je pense que c'est une des raisons. Donc, puisqu'on a coévolué avec le vieillissement, on a dû en tenir compte du point de vue métabolique. C'est la sélection naturelle a favorisé les éléments qui permettaient de nettoyer ce qui est vieux. Et je pense que c'est ce qui explique la longévité humaine qui est anormalement longue par rapport à celle de nos cousins comme les grands singes. Nous vivons déjà très vieux, et ça veut dire aussi que les modèles animaux, en tout cas dès qu'on parle du vieillissement, sont sûrement mauvais. Parce que nous vivons déjà très vieux, et donc un certain nombre de problèmes sont liés à des problèmes d'environnement, liés au fait qu'on a domestiqué le feu il y a très très longtemps. Alors ça aussi, ça fait apparaître brutalement le côté fumée. On a coévolué avec la fumée, et c'est probablement la raison pour laquelle on peut fumer sans mourir très vite. Donc, c'est aussi. Donc, voilà un autre facteur environnemental qui intervient. Bon. Alors, maintenant, pour l'épistémologie, là, c'est plus compliqué.
Oui, bien sûr, il y a des gens qui réfléchissent à ce sujet depuis très très longtemps. En particulier, Jacques Monod avait lancé au début des années 70 le Centre Royaumont pour une science de l'homme, et j'ai eu la chance d'ailleurs d'être l'un des coordinateurs de ce Centre Royaumont jusqu'à la mort de Monod, et qui se posait exactement toutes les questions que vous venez de poser, qui sont devenues bien plus aiguës aujourd'hui en ce qui concerne les publications, puisque pour des raisons assez catastrophiques, au lieu de, disons qu'il y a une dimension sociale dans la publication qui n'a plus rien à voir avec la science, qui est un critère de productivité mesurable. C'est-à-dire que les instances qui payent la recherche ont mesuré ce qui est trouvé. Et la façon de le faire, c'est de mesurer la production en termes de quantité d'articles et de, pas qualité d'articles, de popularité de certains journaux. Et il faut se rendre compte qu'en Chine, par exemple, le salaire des gens dans les grandes universités est indexé sur le facteur d'impact des journaux, pas des chercheurs, des journaux. Les médecins à l'hôpital en France aussi. Incidemment, c'est la même chose dans les agences françaises, CNRS et INSERM, de façon classique, alors qu'un certain nombre d'endroits ont réagi. Il existe un protocole de San Francisco qui s'appelle DORA, si ça vous intéresse, vous pourrez vous l'envoyer, où un certain nombre de gens s'interrogent à ce propos et voudraient complètement changer le système de publication. Mais ça n'a rien à voir avec le côté bricolage que je discutais. Le côté bricolage que je discutais était le bricolage obligatoire de l'évolution du vivant, parce que mettre de l'information dans la matière massive oblige à bricoler. Alors, ce qui veut dire qu'on a des collections de bricoles partout, c'est pour ça qu'il y a des oiseaux qui ont des plumes de toutes sortes, etc. Mais ça ne donne pas nécessairement une réponse à une vraie question fondamentale pour comprendre ce qu'est la vie, par exemple. Donc, il y a une espèce de divergence vers l'anecdote qui peut être intéressante, mais qui est très limitée par rapport aux grandes questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à d'autres questions s'il y en a. Oui, bonjour, je suis Yannick Viossa, un collègue de Gabriel. J'avais la question suivante. Qu'est-ce que les choses que vous nous avez exposées, ou plus largement ce qu'on sait sur ce virus, nous permettent de savoir sur la manière de lutter contre ce virus, sur les mesures à mettre en place? Est-ce que, au fond, c'est les mêmes mesures que pour n'importe quel autre virus, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, c'est très difficile de répondre. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose de particulier. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas justement une propriété. Bon, en gros, il y a deux manières de lutter contre un virus, deux manières de lutter à long terme. À court terme, on fait ce qu'on est en train de faire, on nous confine, et ça, je pense que ce n'est pas viable. Surtout du fait qu'il est probable que le virus va revenir à l'automne ou l'an prochain, et qu'on ne pourra pas confiner systématiquement tout le monde, tout s'arrêterait. Donc il va falloir trouver une solution. Il y a deux solutions. Une, développer des antiviraux, et curieusement, ça a été très peu fait ou très mal fait. Ça a été fait parce que ça a été essentiellement centré sur un virus qui est le HIV. Pour le reste, on ne s'y est pas vraiment intéressé. Et d'ailleurs, Bernard Meunier, qui était un ancien président de l'Académie des sciences, vient d'écrire un texte à ce propos pour essayer de demander le développement de nouveaux antiviraux, avec une réflexion profonde sur la façon dont les virus se multiplient. Et un peu comme on l'avait fait pour les antibiotiques pour les bactéries, essayer de réfléchir à quels pourraient être les moyens chimiques de virus. Le deuxième moyen, c'est la vaccination. Mais là, on sait déjà que ça peut être à la fois
extraordinairement rapide et efficace. C'est le cas par exemple du virus contre la fièvre jaune, la vaccination est absolument merveilleuse, elle n'a à peu près aucun effet secondaire, elle dure très longtemps, elle est extraordinairement efficace. Bon, si on trouve ça, la maladie n'existe plus, il n'y aura plus de problème. Mais si on regarde par exemple l'HIV, à nouveau, là, il n'y a pas de vaccin. Et donc typiquement, ça peut être extraordinairement difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voudrait trouver un vaccin, ben, il ne marche pas. Alors, dans le cas précis, et c'est une des questions que je me pose à propos de ce virus, et qu'on se posait avec un certain nombre de gens, c'est ce virus est assez long pour un virus ARN, puisqu'il a 30 kilobases, 30 000 nucléotides, et donc il devrait avoir à produire un grand nombre d'erreurs. Les erreurs devraient être de l'ordre de 1 pour 1000, ce qui est assez élevé. Et ce n'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a compris pourquoi. Ce virus code une protéine qui corrige les erreurs au cours de la réplication. D'accord ? Donc, ce qui diminue très fortement le taux d'erreur. Alors, évidemment, on produit énormément de virus dans un organisme donné, donc il s'en produit quand même pas mal. Actuellement, si j'ai bien vu les chiffres, on est à environ 30 mutations par an pour ce virus. Donc, il évolue quand même relativement vite. Une des questions qui pourrait se poser, c'est est-ce que ces mutations permettent d'échapper à la vaccination ou non ? Si oui, c'est vraiment embêtant. Et donc, une des questions que je me poserai assez vite, c'est est-ce qu'il existe déjà des isolats du virus qui ont perdu le système de correction des erreurs? Parce que dans ce cas-là, ces virus devraient avoir une descendance qui produit des variants très nombreux. Alors, ou bien ça les conduit très vite à être inactivés et atténués, ça ce serait plutôt bien, ou bien ça les conduit à découvrir des solutions particulièrement dangereuses. Donc vraiment, c'est une recherche entièrement ouverte qui commence. Alors, on vous promet partout des quantités de vaccins, moi je veux bien, je pense que c'est quand même très optimiste. Voilà. Merci Antoine. D'autres, peut-être une dernière question, s'il y en a. Pas de questions. Donc, on va s'arrêter ici pour cet exposé. Donc, merci Antoine pour tous les éclaircissements que tu nous as apportés. Donc, j'invite tous ceux qui ont écouté et puis ceux qui vont écouter peut-être l'enregistrement, donc à poser les questions directement. Je peux faire suivre Antoine ou à lui poser des questions directement. Il a donné le moyen de le joindre à la fin de ces transparents. Merci encore à tous et merci Antoine. Au revoir. Merci beaucoup.